welcome everyone to another of our sessions on AI and archival practice, produced under the auspices of the Project Commission, the Program Commission, I should say, of the ICA, and with the very generous support of the National Library and Archives of the UAE. For this session, I'm joined by a member of our ICA project team, Moises Rockenbach. Moises, very good to see you. And thanks for joining us. And today, this session is focusing on the use of AI for research and public access. And so to explore this topic a bit, we have two sessions to play for you now. The first is with Ms. Ji-Young Park from the National Archives of the Republic of Korea. And the second is Jean-François Moufflet and Thomas van der Waal, who are both from the National Archives of France. So let's just listen to those two sessions, and then Moises, you and I can have a brief conversation. Well, hello everyone, and welcome to another of our ICA sessions on AI and archival practice. And for this discussion, I'm very pleased to be joined by my colleague Kit, also on this ICA project team. And today we have a very special guest from the National Archives of Korea. So Kit, perhaps you'd like to introduce our guest. Yeah, hi everyone. So hi Ji-Young, thanks so much for joining us today. We are really indeed very honored for you to join us in this recording. So Ji-Young is actually a senior archivist for National Archive of Korea, and currently she's leading as the team manager of the digital service team in National Archive of Korea. So before we start, maybe we get you to share more about this AI project that the National Archive of Korea is embarking on, because I think AI is really in the trend now. Everyone is jumping on the bandwagon. So we're really interested to know like what National Archive of Korea is doing as well. Yeah. Hello, nice to see you, and I'm very honored to join this interview. I'm Ji-Young Park from National Archive of Korea. Introduced from Kit. I'm an archivist at NAK, and I have worked for the archives for almost 19 years old. And now I'm in charge of Portal Online Archival Service. And I'm trying to do R&D projects about AI. So today, I would like to share the project to you. Okay. So Ji-Young, we're very interested to hear some more information about this project that you're working on with the National Archives of Korea. Can you elaborate on the project for us, please? The R&D project currently underway at the National Archive of Korea is focused on designing an intelligent archive service model. This project encompasses three major themes. The first theme involves designing an intelligent integrated search service model for archival materials. This model aims to understand the context among archive materials to deliver more accurate search results. For example, consider a researcher searching for information on Typhoon Memi, one of the most devastating typhoon in Korean history. The intelligent search system would not only retrieve details about the typhoon's impact, such as the scale of destruction and the number of casualties, but also link to government responses, including emergency measures, recovery efforts, and legislative changes enacted in its aftermath. It would further connect this event to subsequent
budget adjustment, and policy reforms in the following years. This comprehensive approach allows users to see a full narrative arc from the initial events to long-term national impacts and responses. The second theme is about enhanced search capabilities for audiovisual record. This includes features such as facial recognition in photographers and voice-to-text-based search capabilities in videos, enhanced ability to retrieve specific content from a vast array of multimedia resources. The third theme focuses on analyzing user searching intents and interests to tailor the search result accordingly. By understanding what users are most interested in, the system can adjust and display search results that are more aligned with their needs, like YouTube. Lastly, at NAK, I and another archivist, both of us are leading this project. From iBricks, the Korean language processing-based AI company, we are collaborating with 2 IT engineers and 1 AI expert. The project began in May 2024 and will run until December 2024. Okay. We are very curious, why did National Archive of Korea decide to embark on this project to use generative AI to improve your search system? Let me explain our situation of our organization first. At NAK, our primary method of accessing archives materials has been keyword-based search. However, we have limitations in handle the large volume, which include over 1.2 billion items. Also, we have increasingly felt the limitation of this approach, as it often failed to capture the contextual relationships among archival materials. In other words, the search results are simply just listed for each items. That's why NAK embarked on the generative AI R&D project. I believe ICA's RIC-CM project is also to provide efficient archival searching service to user by managing the contextual information on the system. Given AI's strengths in analyzing context, we believe that it can significantly enhance our ability to understand and present the context among the archive materials. With this in mind, this year we have initiated the R&D project and the proof of concept to explore how AI can overcome this limitation of traditional keyword search and improve our archival services. In particular, through POC, we would like to see the possibility of searching as in the example of the Typhoon search result mentioned earlier. Okay. Thank you for that, Ji-Young. And just expanding on that then, I believe you said that you commenced the work on this project in May of this year. Are you able, so it's still quite new, the project, but can you share with us what has your experience been so far? What have you discovered? What problems have you encountered? Can you share with us the knowledge of your experience so far? Thank you. So far, our project progression has primarily involved analyzing existing data and similar case study only. So we haven't encountered significant issues or faced any particularly challenging problems to date. However, as we move into the proof of concept phase,
our focus will shift toward addressing one of the biggest challenges in AI hallucination, which is the AI generating plausible but incorrect or nonsensical information. The integrity of archive is paramount, and maintaining the reliability of the archives is crucial for any archival institution. We plan to leverage the retrieval augmented generation RAG technology. This technology allows the AI to fetch and refer back to specific archival documents while generating answers, enhancing the trustworthiness and accountability of the information provided. By implementing RAG, we aim to evaluate how reliably the AI can generate answers and intended to complement these answers with a list of source archives as evidence for the generated contents. Additionally, while electronic records are readily processed by AI, but non-electronic records pose a challenge as they must be digitalized into machine-readable formats. The digitalization is essential for integrating older archival materials into our AI-enhanced search system. But it requires significant budget allocation and time. We understand this is a long-term investment and are prepared for the gradual integration of these capabilities into our archival operations. Okay. So you know now AI is the big thing now. So what do you think as professional archivists we can do more so that we can develop our skill and competency so that we can be comfortable and adaptable to this new generation of technology? Thank you. I believe it's crucial for archivists not to feel intimidated by IT. While it's not necessary for us to be IT experts, having a conceptual understanding of certain technical skills can significantly enhance our ability to collaborate effectively with the IT professionals. This does not mean mastering complex programming, but rather gaining a basic literacy in areas such as data management, digital preservation techniques, and perhaps some understanding of how database and search algorithms work. These skills enable us to communicate our need more effectively and understand the possibilities and limitations of technical applications in archival work. Furthermore, I encourage archivists to approach IT with curiosity. Engaging with educational contents online like YouTube can demystify IT concepts. Keeping up with the technical trend is also very important and can inspire innovative ways to enhance our archival services. This approach of embracing technology with an open mind and an eagerness to learn can transform how we manage and preserve historic archives, making our archives more accessible and interactive. Well, thank you very much, Jiyoung. That was really very interesting. We're going to follow the progress of your project at the National Archives of Korea very closely and with a lot of interest. And also, thank you very much for your advice on how archivists can stay up to date with developments.
I think you've given us some very useful and practical tips on how all of us can actually be a part of this transformation that we're seeing through the introduction of artificial intelligence. And thank you also, Kit, for organising and running this session this afternoon. It's been a very informative session. Thank you very much to you both. Thank you very much. Thank you very much as well. Bienvenue à tous dans cette autre vidéo de nos séries de vidéos sur l'intelligence artificielle et la pratique archivistique. Dans cette série, nous étudions l'impact de l'IA sur divers aspects de la pratique professionnelle des archivistes. Nous parlerons des tendances et des développements dans ce domaine en évolution rapide. Nous essayerons également d'exploiter les réalités pratiques de l'utilisation de la technologie dans notre environnement de travail. La série a été produite sous les auspices de la Commission du programme du Conseil international des archives avec le soutien de la Bibliothèque et des Archives nationales des Émirats arabes unis. Cette session qui nous réunit aujourd'hui sera axée sur la description archivistique. Nous vous présenterons, donc il y aura 2 démonstrations de la façon dont les outils d'IA sont maintenant utilisés pour soutenir la description des collections d'archives. Pour nous aider à donner sens à tout cela, je suis donc rejoint par 2 personnels des Archives nationales de France, en la personne de Jean-François Mouffet et Monsieur Thomas Van de Waal. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Mouffet est conservateur en chef du patrimoine, responsable de fonds au département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, et Thomas Van de Waal est directeur du numérique et de la conservation. Ces messieurs ont été des pionniers dans l'utilisation des techniques d'IA au cours de ces dernières années. Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce que c'est la description archivistique? D'accord. Alors, la description archivistique, c'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours en tant qu'archiviste. Ça consiste à élaborer des inventaires, des répertoires, des guides de recherche qui décrivent le contenu des documents. Donc, on va donner des informations minimales telles que la cote, un intitulé au document, une date, les informations principales que contient un document, un dossier, une série, un fonds d'archives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, pour décrire les documents d'archives. Donc aujourd'hui, la description archivistique, ça consiste à créer des inventaires ou des instruments de recherche en XML EAD. Mais autrefois, quand il n'y avait pas encore l'informatique, on produisait des fichiers ou des registres dans lesquels on faisait une description des documents. Donc là, sur mon écran, voilà, vous avez un exemple d'un document, d'un registre au centre, qui appartient à une collection de registres, mais une description archivistique, ça peut consister à faire une petite fiche, comme vous avez à gauche, où vous allez relever les informations que contient le document. Donc là, des noms de personnes, une date, et puis la cote du document. Ce sont les informations minimales qui servent à nos lecteurs, en fait, pour retrouver les documents qu'ils commandent en salle de lecture. Voilà comment je définirais la description archivistique à grands traits. Donc, sachant qu'on se base évidemment sur les normes de l'ICA, notamment ISAG, pour structurer ces informations aujourd'hui. Thomas, a-t-il quelque chose à compléter? Je pourrais compléter ce qu'a très bien dit Jean-François en disant que du coup, la description archivistique aboutit aux Archives nationales de France à alimenter une grande base
d'instruments de recherche qui est ensuite accessible aux internautes et à tous nos lecteurs dans ce qu'on appelle notre salle de lecture virtuelle. Voilà, et donc le schéma de description des archives, c'est donc, comme l'a dit Jean-François Mouflet, de produire des instruments de recherche en XML-EAD, de les rassembler dans notre outil informatique, le système d'information archivistique, d'extraire une partie des données qui sont dans ces instruments de recherche pour alimenter une base qui ensuite permet de faire des recherches en ligne sur notre salle de lecture virtuelle. Merci. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la description des archives? Alors, en fait, nous, on a commencé à utiliser l'intelligence artificielle aux Archives nationales il y a une dizaine d'années, bientôt. On l'a utilisé pour transcrire des documents manuscrits, dans ce qu'on appelle, avec la technologie qu'on appelle HTR, pour Handwritten Text Recognition. Donc au départ, la technologie de l'IA, de l'intelligence artificielle, on l'utilisait pour transcrire les documents et puis automatiser un peu l'indexation des informations qu'il y a dans le texte. Voilà. Et donc on s'est dit que par rapport à la description archivistique, pour faire le lien avec votre question, on s'est dit qu'on pourrait peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour convertir des inventaires et des instruments de recherche anciens, tels que la fiche que vous voyez ici. Mais vous avez d'autres exemples d'inventaires anciens que nous avons chez nous, donc soit sous forme de fiche, soit sous forme de registre. Voilà. Et donc, en fait, dans le département dans lequel je travaille, qui conserve les documents du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, comme c'est les premiers documents à avoir été classés aux Archives nationales au XIXe siècle, mais en fait, on a beaucoup d'inventaires manuscrits de ce genre. Donc, notamment, on estime qu'on a à peu près 800 000 fiches comme celle-là et une dizaine de milliers de pages comme le registre que vous avez à gauche. Donc, en fait, ça prend du temps de convertir ces instruments de recherche anciens en XML-EAD, parce que, comme l'a dit Thomas, la finalité aujourd'hui, c'est de rendre ces informations accessibles sur notre salle de lecture virtuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut convertir tout ça en EAD. Et donc, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il fallait taper à la main toutes ces informations et ensuite les structurer en XML-EAD, ce qui est quand même long, assez chronophage, ce qui peut aussi être source d'erreur quand c'est un peu complexe. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à accomplir ces tâches de transcription et de structuration des informations ensuite en XML-EAD. Voilà. Donc, en fait, pour nous, l'intelligence artificielle, dans l'utilisation qu'on a faite par rapport à cet objectif de convertir ces inventaires anciens, ça consiste à utiliser deux technologies, l'HTR, donc Handwritten Text Recognition, pour transcrire le texte manuscrit, et également ce qu'on appelle la reconnaissance d'entités nommées, ou NER, qui, dans un deuxième temps, sert en fait à qualifier l'information qu'on a transcrite pour identifier que c'est une cote, que c'est une date, que c'est un titre, et donc encoder automatiquement en EAD ces informations. Bon, donc en fait, l'usage, le pari qu'on a fait, c'était de gagner du temps sur la saisie et l'encodage en EAD de ces inventaires anciens qui sont massifs et qui ne sont pas encore accessibles à nos chercheurs. D'accord. Vous avez parlé de gagner du temps sur la saisie. Est-ce qu'on a la possibilité d'évaluer à peu près ce gain de temps? Alors, le gain de temps, il est considérable. Alors, je dois avoir quelques chiffres, effectivement. Il est considérable pour certaines opérations. C'est-à-dire, là, par exemple, on avait estimé que pour saisir et encoder 300 pages, il fallait 2 mois, et que pour saisir à la main, saisir et encoder 1550 fiches, il fallait 1 mois. Ça, c'était des durées qu'on avait relevées auprès de personnes qui faisaient ça à la main. Donc, 1550 fiches, ça prend 1 mois à saisir et à encoder, d'accord? Avec un outil d'intelligence artificielle, que votre fichier fasse 20 000, 50 000 ou 100 000 fiches, dans la nuit, il est saisi et encodé. Donc là, vous avez un gain de temps, vous voyez, considérable. C'est-à-dire que l'opération, elle peut être réalisée en quelques jours à peine.
là où il faut 1 mois juste pour 1000 fiches. Donc, votre fichier de 100 000 fiches, il peut être traité en quelques jours. Donc, si vous voulez, sur le gain de temps en termes de saisie et d'encodage, là, c'est faramineux. Là où le temps ne change pas du tout, c'est la relecture et la vérification des erreurs. C'est-à-dire que forcément, les résultats ne sont pas forcément parfaits, donc on va quand même prendre du temps ensuite pour relire et corriger les transcriptions qui ont été faites par l'intelligence artificielle. Donc là, il n'y a pas vraiment de gain de temps, hein, c'est incompressible, c'est-à-dire il faut le temps de relire les fiches. Donc là, ça peut prendre ensuite plusieurs mois, évidemment, pour relire, parce que si on veut un contrôle qualité optimal et zéro erreur, bah là, voilà, le temps sera incompressible. Mais si vous voulez, sur la transcription et l'encodage, là, c'est évidemment l'affaire de quelques jours à peine, voilà, sur des masses considérables. Merci. Thomas, si vous pouvez peut-être revenir sur les logiciels et les technologies qui doivent être utilisées pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, oui, je vais laisser Jean-François évoquer tout le détail des outils qui ont été mis en œuvre. C'est vraiment lui le chef de projet et c'est lui qui pourra le mieux vous en parler. En tout cas, c'est un projet, le projet dont il va vous parler, qui s'appelle Simara, qui a abouti à la création d'un produit qui permet donc de réaliser cette reconnaissance d'écriture manuscrite et ces transcriptions automatiques avec identification d'entités nommées. Voilà, ce projet Simara, il a été réalisé avec un partenaire extérieur qui s'appelle Teclia, c'est une société française spécialisée dans ces questions-là. Et donc, ils ont réalisé pour nous un produit adapté à nos besoins en termes de préparation d'opérations, mais ensuite ils sont venus avec leur propre technologie pour nous fournir les systèmes derrière, en arrière-boutique, voilà, comme on dit, de fonctionnement, de mise en œuvre de l'intelligence artificielle à proprement parler. Mais je vais laisser Jean-François peut-être détailler tout ça. Oui, avec plaisir. Donc effectivement, là, ce que je vous ai expliqué précédemment, c'était un peu les objectifs qu'on visait. Et comme l'a dit Thomas, on a passé un marché avec un prestataire, une société privée, pour nous aider en fait à réaliser un outil qui permette de faire cette transcription et cette structuration. Donc c'est l'outil qui s'appelle Simara. Alors ici, voilà, il y a un petit schéma qui vous explique le processus, hein, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va analyser la page de l'inventaire, elle va transcrire les informations dans des champs, hein, dans une interface, mais en fait, vous voyez que derrière, ces champs correspondent en fait à des éléments de structuration XML. Donc c'est comme ça qu'on réalise la double tâche, hein, parce qu'en fait, c'est 2 tâches qui sont réalisées conjointement, une transcription, mais aussi une structuration en XML. Voilà. Donc, vous m'interrogiez sur les technologies qui sont adossées à cela. Donc, voici un petit schéma qui résume en fait le fonctionnement de Simara. Simara, c'est l'interface qui a été développée pour nous, Archives nationales, qui nous permet donc de charger les images des inventaires anciens. Ces images sont ensuite récupérées par le partenaire Teclia, qui va utiliser donc le serveur ArcIndex, hein, donc c'est sa propre solution d'intelligence artificielle. C'est une solution qui est adossée à des briques. Donc vous voyez HTR, NER, ce sont des technologies d'intelligence artificielle. Ici, vous avez la technologie de détection de mise en page, qui vont donc réaliser cette tâche que je vous ai expliquée précédemment. Voilà. Donc, l'outil va analyser l'ensemble du texte, et puis, grâce à la reconnaissance d'entités nommées, hein, Name Entity Recognition, NER, il va arriver à identifier ce qui est une date, ce qui est un élément de code, ce qui est un intitulé, et il va donc le faire pour des fichiers qui ont des mises en page et des écritures différentes. Voilà, ça, on pourra y revenir dans un deuxième temps. C'est là où le projet est particulièrement innovant, c'est qu'il arrive à s'adapter à des écritures et à des mises en page différentes. Et ça, c'était une innovation par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc, concrètement, ici, vous voyez l'image du fichier. En face, vous avez le formulaire.
avec les différents champs, hein, mais comme je vous ai expliqué, ces champs sont des éléments XML derrière. Et en fait, vous voyez que ça, c'est... pardon. Avec ArcIndex, voilà, excusez-moi, je vais un peu vite, mais avec ArcIndex, donc la plateforme de Teclia, on va utiliser un algorithme d'HTR et de NER pour transcrire l'ensemble du texte d'une fiche et en même temps identifier ce qui relève de l'intitulé, de la date, des précisions complémentaires, de la cote. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, Estelle, hein, les deux technologies utilisées principalement, c'est HTR pour transcription et NER pour qualification de l'information. Donc, en fait, ces deux opérations se réalisaient en même temps. Et donc, si vous voulez, les informations qui sont transcrites sont rebasculées dans les champs de l'interface. Et tout à l'heure, je parlais de la tâche de relecture et de validation, c'est-à-dire que nous autres archivistes, une fois que le Teclia nous a dit c'est bon, on a transcrit votre fichier, nous, on va se charger de relire, de corriger et de valider les transcriptions. Et ensuite, ces transcriptions, on les récupère directement en fait encodées en EAD, ce qui nous permet ensuite de les importer dans notre salle de lecture virtuelle dont parlait Thomas. Alors, on comprend très bien que là, ce sont des outils propriétaires que vous avez utilisés. Ça Non, veut donc c'est dire pas, que... c'est pas exact parce que c'est un outil qui a été développé pour nous. Là, je parle de l'interface Simara, hein. C'est-à-dire ce que vous voyez à l'écran ici, c'est l'interface Simara. On a demandé à ce que le code soit open source. Donc, ce n'est pas un outil privé ou propriétaire, hein. C'est-à-dire que le code nous appartient en tant qu'archive nationale, parce que en tant qu'administration, on préfère que l'argent public serve à nourrir des projets que d'autres pourraient réutiliser. Donc, la partie Simara, donc, qui est l'interface que vous avez vue, elle est en open source. Ce qui ne l'était pas à l'époque, c'est le ArcIndex, qui lui, effectivement, était une solution propriétaire de Teclia. Mais depuis, en fait, Teclia a passé la licence d'ArcIndex aussi en mode ouvert. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que la solution elle repose entièrement sur des composants ouverts. Et quelles sont les procédures si on a envie d'acquérir ces outils-là? Puisque vous dites que c'est open en fait, source, comment ça veut dire que le Pardon? code source est accessible. Le fait que ce soit open source, ça veut dire que le code source de l'application peut être récupéré par n'importe qui et modifié par n'importe qui, pourvu qu'ensuite il le republie lui aussi sous une licence ouverte. Donc ça vous permet de récupérer le code de l'outil. Alors après, si vous récupérez le code, ça veut dire qu'il faut quand même quelqu'un derrière pour déployer la solution, la maintenir, etc. Mais vous n'avez pas une licence d'utilisation à payer. Et donc ArcIndex, comme je disais, lui aussi passé en licence ouverte. Et donc Teclia, à la place, propose plutôt des prestations d'accompagnement pour le déploiement de son outil. D'accord. Avant d'arriver à ce niveau, quelles sont les dispositions que doit prendre l'archiviste, du moins le préalable? Qu'est-ce qui doit être fait avant? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Non, je n'ai pas bien compris votre question, excusez-moi. Oui, je demandais le préalable parce que là, vous nous avez montré les outils. Pour un archiviste qui veut se lancer justement dans l'utilisation de l'IA, dans la description des documents, quelles sont les tâches ou du moins les activités préalables qui doivent être faites? Je Je dirais... peux peut-être répondre. Vas-y, oui, Jean-François, vas-y, je compléterai non, éventuellement. vas-y. Bon, oui, j'allais répondre. Je pense qu'on se situe. Votre question, Estelle, c'est dans l'absolu, voilà, pour n'importe quel archiviste qui se pose la question de l'usage de l'intelligence artificielle. Je pense que ce qui est important, c'est d'identifier d'abord ce qu'est l'intelligence artificielle en général. Donc l'intelligence artificielle, c'est des machines, des calculateurs qu'on entraîne pour faire une tâche qu'on a intérêt à automatiser parce qu'elle est pénible pour l'humain. Voilà, et une tâche qui est, on va dire, davantage potentiellement d'ordre intellectuel par rapport à ce que les machines savaient faire avant, c'était davantage des tâches mathématiques, mécaniques. Voilà. Donc,
il faut avoir en tête que du coup, l'intelligence artificielle opère dans ce cadre-là. Et donc, la première réflexion, c'est où est-ce que j'ai intérêt à entraîner cette intelligence pour faciliter le travail, mon travail ou celui de mes collègues. Sachant que donc, pour arriver à faciliter ce travail, il va falloir faire travailler la machine. Donc, il va falloir que moi et mes collègues, on commence d'abord à fournir un premier travail qui servent à l'intelligence artificielle, par exemple sur des techniques de reconnaissance de caractère, à identifier que dans tel cas, on a une lettre A, dans tel autre cas, on a une lettre B, et dans tel autre cas, c'est le mot papa ou le mot archive ou le mot musée. Enfin, voilà. Et donc, c'est cette démarche d'apprentissage qu'il faut à faire à la machine, qu'il faut bien identifier comme préalable. Et là, il y a aussi un temps incompressible pour l'archiviste de temps à consacrer à l'apprentissage par la machine. Donc ça, c'est un premier point, bien être conscient de ça. Ensuite, les possibilités de recours à l'intelligence artificielle peuvent s'opérer sur différents enjeux. Nous, ce qu'on a fait et ce que Jean-François vous a montré, c'est un exemple. On a décidé d'appliquer l'intelligence artificielle à des instruments de recherche anciens qu'on souhaitait transformer en instruments de recherche informatisés. Voilà. Il y a d'autres cas d'intelligence artificielle possibles sur lesquels nous, on a pu travailler dans le cadre de partenariats avec des universités, mais c'est plutôt les universités qui voulaient faire des expérimentations. D'autres cas, par exemple, où on fournit des archives et on fait travailler l'intelligence artificielle pour ajouter des éléments de compréhension des archives elles-mêmes, et donc soit enrichir des instruments de recherche existants, soit en créer à partir d'archives directement. Voilà, on est encore dans un autre cas. Donc en fait, il y a différents champs potentiels d'application de l'intelligence artificielle. Et là, pour l'instant aussi, je ne parle que de sujets de description d'archives. Il y a encore d'autres champs qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines. Voilà ce que je dirais d'emblée, c'est qu'il y a une nécessité d'apprentissage de ce qu'est l'intelligence artificielle, ce à quoi elle sert, et ensuite, dans un deuxième temps, de réflexion et de décision pour savoir à quoi on va vouloir l'appliquer dans son contexte à soi. Donc il y a cette première réflexion d'orientation stratégique, et ensuite seulement viennent les questions pratiques sur comment on fait concrètement, avec qui, quelles ressources on va y consacrer. Voilà. Voilà ce que je dirais, comme ça, comme réponse spontanée. Peut-être Jean-François, tu veux compléter? Oui, effectivement, merci. Moi, je dirais que la première chose, effectivement, à se demander, c'est, bon, je veux utiliser l'intelligence artificielle, mais pourquoi? Dans quel but et sur quel type de document? Nous, on a fait le choix, effectivement, de l'appliquer sur des inventaires anciens, parce qu'on a vu ce que ça pouvait donner sur des documents d'archives en tant que tels. Voilà. Donc, le préalable, c'est se dire sur quel champ on l'applique, sur quel type de document. Donc, nous, on a fait le choix des inventaires, mais vous pouvez effectivement appliquer ces technologies-là sur des documents écrits. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi l'utiliser sur des documents images, des documents iconographiques, pour identifier, par exemple, des formes dans des fichiers images, donc dans des photographies anciennes. Donc, en fait, la question à se poser, c'est quelle technologie j'utilise et sur quel type de document et pourquoi faire. Ça ne sert à rien de faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Il faut bien être conscient que, outre les questions d'entraînement des modèles, il y a ensuite la question de la diffusion des données, c'est-à-dire les données que j'obtiens, comment je les mets à disposition et auprès de qui, auprès de quel public. Voilà. Donc après, il y a aussi un paramètre qui a changé peut-être par rapport au moment où nous avons commencé nos projets, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de modèles que l'on peut réutiliser. Donc quand je parle de modèles, je parle de modèles par exemple, de transcription d'écriture, de modèles de langage qui sont accessibles sur Internet. Vous avez des sites comme HTR United où vous pouvez récupérer des modèles de transcription qui correspondent à des périodes ou à des types de documents. Donc,
Aujourd'hui, ceux qui se lancent dans l'intelligence artificielle, ils ne partent pas de rien dans le sens où ils peuvent réutiliser des modèles qui ont été produits par les autres et qui peuvent adapter à leur cas d'usage. Donc, ça implique peut-être de réentraîner le modèle, d'affiner l'entraînement, si l'écriture varie un peu. Mais en tout cas, il faut aussi regarder ce qui s'est fait autour de soi et pas forcément redévelopper des modèles par soi-même. Voilà. Et là, justement, j'ai envie de savoir, en tant que pionnier dans l'utilisation de l'IA, est-ce que vous êtes disposé à accompagner des archivistes intéressés justement à mieux comprendre comment ça fonctionne? Êtes-vous Bah, disposé et comment? alors, Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a déjà pas mal communiqué sur les projets qu'on a pu faire, hein. Déjà, on a fait des retours d'expérience l'année dernière au congrès du Conseil international des archives à Abu Dhabi. On est intervenu pour présenter. On a fait beaucoup de présentations, de retours d'expérience et d'articles. Et puis là, prochainement, j'organise une formation au ministère de la Culture, donc pour des archivistes français, pour une présentation de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec l'IA dans les archives. Donc, on fait aussi un peu de formation. Enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'on fait une formation sur le sujet. Il y a 2 ans aussi, on avait fait une journée d'études aux Archives nationales qui faisait là aussi un panorama de l'usage de l'intelligence artificielle dans les archives. Donc, voici un peu les types d'actions qu'on peut faire. Thomas, peut-être quelque chose à compléter? Non, disons qu'on n'a pas de pratique effectivement hors de France. Pour l'instant, à part les interventions dans les congrès, et voilà, Jean-François Moufflet a évoqué celui de l'ICA. Ensuite, voilà, si les sollicitations sont raisonnables, je pense qu'on peut répondre à des demandes, surtout si elles peuvent être mutualisées. Après, on n'est pas non plus une institution de formation ayant cette vocation de manière majeure. Donc, on ne peut pas promettre de faire des séances en nombre très, très important, mais en tout cas, des échanges sont tout à fait possibles. Merci. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de notre rencontre. Selon vous, quels sont les messages clés que devrions tirer de cette discussion en fait? Quels sont les messages que vous pouvez envoyer aux archivistes et surtout pour nous qui sommes dans les zones en développement? Parce qu'on comprend tous que l'IA, les technologies IA viennent quelque part améliorer, aider les professionnels à mieux gérer leurs documents. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Oui. Alors, moi, du constat que je peux faire, hein, des projets qu'on a menés, je vais commencer par ça, les constats. Je dirais que déjà, le fait de transcrire des documents d'archives par l'intelligence artificielle, ça permet d'offrir de nouvelles façons de rechercher dans les documents d'archives. C'est-à-dire que le chercheur, il n'a plus seulement accès aux informations de l'inventaire, il peut avoir accès au texte entier du document si l'on veut. Et donc, le chercheur, l'utilisateur peut faire des recherches beaucoup plus fines, beaucoup plus précises dans des documents qui jusque-là étaient manuscrits en fait et que là on transforme en texte numérique. Donc on peut faire des recherches beaucoup plus fines, beaucoup plus poussées, on peut faire des statistiques lexicales pour déceler des phénomènes historiques. Donc je dirais que un des points positifs, c'est que l'intelligence artificielle replace des documents d'archives au cœur de la recherche historique, en offrant de nouveaux modes de recherche. Voilà. Ça, c'est un premier point positif que je peux constater, hein. Ensuite, par rapport à notre projet Cimara dont je viens de vous parler, ben, l'autre avantage que je vois, c'est quand même le gain de temps, hein. Comme l'a dit Thomas, sur des tâches un peu répétitives, pas forcément très intéressantes, ben, ça va soulager l'archiviste sur ce traitement-là, et sachant que l'archiviste est toujours confronté quand même à la masse, aux tâches répétitives sur des fonds importants, ben, c'est vrai que de pouvoir se soulager de ces tâches-là, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable, je trouve.
Alors après, sur le deuxième volet, les recommandations, je dirais que c'est un peu comme la numérisation ou l'archivage électronique. Il ne faut pas forcément se jeter tête baissée là-dedans. Il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mûrir son choix. La vraie question, c'est est-ce que j'ai un intérêt à utiliser l'intelligence artificielle? Et si oui, pourquoi faire? Comme je disais tout à l'heure, quel document on voudrait faire transcrire? Quel processus on voudrait accompagner par de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle pour automatiser l'indexation, par exemple? Est-ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle pour transcrire des séries de documents? Et si oui, comment est-ce qu'on diffuse ça? Je dirais qu'un point à avoir en tête, c'est que, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est dans un environnement où c'est des technologies qui commencent à arriver à maturité, où vous avez des données que vous pouvez réutiliser, donc vous ne partez pas de rien. Mais ce qu'il faut avoir quand même en tête, c'est le besoin d'avoir des gens, des experts en intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous, on travaille avec Teclia qui engage des ingénieurs en intelligence artificielle, donc qui savent faire de la programmation sur ces technologies-là. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut avoir quand même des experts derrière qui puissent faire de la programmation d'IA. Et il faut aussi une infrastructure de traitement. Comme vous voyez ici, ArcIndex, ça repose sur des serveurs de calcul. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des infrastructures matérielles derrière qui sont assez performantes, donc chères et par ailleurs consommatrices d'énergie. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre de sobriété énergétique, ça peut poser quand même des questions. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être coûteux par rapport à cette question de l'architecture matérielle qui va effectuer ces calculs. C'est beaucoup de calculs complexes, donc il faut avoir derrière une infrastructure solide. Alors, une des possibilités, c'est de s'associer à plusieurs et de partager une même infrastructure. Voilà. Une possibilité. Oui, en complément, je dirais, vous l'avez évoqué, Estelle, nous, on a travaillé, en tout cas en France, dans des logiques où l'intelligence artificielle venait aider les archivistes. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une capacité ou au contraire dans une crainte de dire que l'intelligence artificielle peut complètement remplacer des archivistes. Voilà. Si vous me demandez ça, nous, on dirait on ne sait pas faire. Peut-être que d'autres pays, sûrement, ont commencé à travailler davantage dans cette direction, prendre directement des documents et les décrire automatiquement en n'utilisant que l'intelligence artificielle et donc produire des éléments qui permettent ensuite au public de chercher dans les archives avec des archivistes qui ne font que contrôler, par exemple, après coup des descriptions faites par l'intelligence artificielle. Nous, on n'est pas du tout dans ça. Donc, la question, ce qu'on peut dire, nous, par rapport à l'apport de l'intelligence artificielle, donc, s'inscrit dans cette expérience qu'on a nous-mêmes. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à cette expérience, et là où on peut éventuellement donner un appui, c'est dans cette démarche où l'intelligence artificielle vient aider les archivistes, voilà, soit pour mieux diffuser des inventaires anciens, soit pour enrichir des inventaires existants. On est dans cette démarche. Cette démarche-là, on a bien conscience, Jean-François et moi, que c'est une démarche qui vient après un effort qui a été fait en France depuis très longtemps, avec des investissements déjà importants, pour décrire, faire le premier travail de description des archives. Voilà, donc la démarche de prise en compte de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vrai que c'est donc dans cette démarche de complément, et puis comme le disait Jean-François, dans une démarche où c'est encore quelque chose qui est coûteux, parce qu'on est encore dans des premières applications de l'intelligence artificielle aux archives, en tout cas pour ce qui nous concerne. Voilà, donc j'irais bien dans le sens de Jean-François en disant que un premier pas, première marque d'intérêt pour l'intelligence artificielle serait déjà une marque de formation, et c'est bien parce que c'est un des buts de cette vidéo, de compréhension d'abord par tous les archivistes de ce qu'est l'intelligence artificielle, ce à quoi elle peut servir, et ensuite se poser la question de se lancer dans des projets par rapport à ça, sachant que si ça peut s'inscrire dans des utilités stratégiques de fond,
je pense qu'il y a toujours des moyens de trouver des financements si l'intelligence artificielle peut résoudre des problématiques que les humains seuls ne peuvent pas traiter. Et donc, comme le disait Jean-François, des mutualisations, éventuellement des financements extérieurs. Voilà. En tout cas, notre conseil par rapport à ça s'inscrit dans notre propre pratique qui est donc limitée au fait que l'intelligence artificielle nous sert d'appui et non pas de remplaçant à ce stade. Merci Thomas de le préciser. On retient donc, si on fait un petit résumé, c'est de se dire que pour ceux qui veulent se lancer déjà dans l'intelligence artificielle, il faut se former, il faut chercher déjà à comprendre qu'est-ce que c'est l'IA. Il faut définir clairement ses objectifs, comme l'a bien signifié David. Il faut bien sûr aller vers les experts dans ce domaine, comme on le fait là, parce qu'on avait besoin de vous. On essaye de prendre de votre expérience. Et surtout, il faut une infrastructure performante et solide. Je pense qu'il a fini de faire la conclusion. Donc, nous vous remercions déjà d'avoir participé à cette session par rapport également à votre disponibilité. On va dire, et la nécessité justement de consulter les autres. On vous donne l'occasion de consulter les autres discussions de cette série parce qu'il y a plusieurs séries sur l'IA que nous avons enregistrées. Et l'objectif, vraiment, c'est d'explorer l'impact de l'IA sur la pratique archivistique en donnant aux différents archivistes des informations dont ils ont besoin pour participer activement à la transition. Donc, vraiment, merci à vous. On espère vous revoir d'ici là, parce que forcément, on fera recours à vous. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité de présenter ces expériences. Merci pour cette démarche. Well, two really interesting presentations there on two aspects of providing support for research and public access to archives through the use of AI. Moises, first to you, what are some of the key reflections that you have? Well, David, those presentations we just watched highlight several key aspects that are crucial to understand. So, to supporting research and public access is essential as archives increasingly adopt these AI tools to enhance access and usability. As mentioned, some models go beyond basic record retrieval and offer context-rich results that include the related events and decisions. That was an interesting part to hear about. And so not just the specific records I could be looking for example. So all those related events powered by AI tools. However, we must also highlight the importance of ensuring reliability of AI outputs through verification process. I think this is also an important part to highlight. It was very important, interesting from the French National Archives, from Jean-François and Thomas. They said that they achieved very good savings with the initial ingest and the initial processing of all of those cards that they had in their archives through OCR and named entity recognition. But they did say what was not compressible was the time that they needed to do the quality assurance. And you know, this was also from Ji-Yong Park in her experience as well, that still archives must be accurate, they must be reliable and trusted. And so we cannot pull back on the time and commitment that we make checking the results and doing the best to make sure that the reliability of the results. Now, that was very interesting. I also found it interesting. Oh, sorry. Yes. Sorry. So go ahead. I have another comment to make it, but go ahead. Yes. And look at the other interesting thing I thought was the French
when Estelle pressed Jean-Francois and Thomas about the expense, the investment required for a less resourced archives to start using AI, I thought it was very impressive that our French colleagues have now made all of their code open source. And so the source code at least now is free to use, although Jean-Francois did warn us all that yes, the source code is free, but you still need to have skilled people to do the work. But I think, the expense and the complexity of using AI, I think is reducing now, which is good news, I think, for us all. Yeah, absolutely. One thing related to the open source code and thinking about how can we adopt AI tools that are also open source. This is about transparency, ethical issues related. So was one of the comments in the presentations, it was about the hallucination generated by AI. So how can we deal with that? And also the need to digitize the collections to have more data to populate these AI tools. Yes. It was this more data is very interesting. The approach that they're taking in South Korea, that Ji-Yong took about combining the archival records about the disaster of Cyclone Maimi, but also to augment that with meteorological data, emergency response data, etc., to provide that additional context and information. Really very interesting stuff. Well, look, it's again a fascinating couple of sessions and presentations, and once again, thank you, Moises, for joining me just to round it all up and summarize it for us. And thanks, of course, to Ji-Yong Park from South Korea, Jean-Francois Moufflet and Thomas van der Waal from the National Archives of France. So thank you very much. Oh, and I should say that, of course, we'll now place up on the screen links and references that our viewers might wish to follow up on, and we'll have those references and links also available through the YouTube website that we'll be posting these sessions on, and through the ICA resource page. So thanks very much. Thank you.